Jean-Luc Moreau a toujours vécu en paix avec sa solitude, prenant soin de sa ferme à l'intérieur de la France depuis la mort de sa femme. Mais par un matin froid, sa routine est brisée pour trouver 3 bébés abandonnés dans sa grange. Petits, fragiles et parfaitement identiques. Quelque chose à l'intérieur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui les a laissés là-bas? Pourquoi? Mais la question la plus effrayante se pose lorsque les 3 bébés ouvrent les yeux en même temps et lui font face d'une manière qu'aucun nouveau-né ne devrait être capable de le faire. La vie de Jean-Luc ne sera plus jamais la même. Certains mystères ne demandent pas à être découverts. Ils apparaissent simplement à votre porte. La matinée dans les collines de la Provence, dans le sud de la France, a dû le froid, avec un vent léger soufflant à travers le vaste champ de lavande. La rosée a couvert l'herbe et les feuilles des vignobles, et le soleil levant tigne le ciel avec des tons or et orange. L'odeur fraîche de la terre mélangée au parfum des fleurs, créant une scène sereine et intacte. Jean-Luc Moreau, un fermier de 58 ans, a fait sa tournée matinale comme d'habitude. Il portait un manteau épais et des bottes en cuir, se protégeant de la brise humide. Ses yeux portaient le poids des années et la solitude. Depuis qu'elle a perdu sa femme, Camille, pour une maladie rare, sa vie était devenue une répétition monotone de jours vides. Il a passé les matins à vérifier ses plantations de raisins et de lavande, nourrissant les quelques animaux laissés à la ferme et évitant toute interaction avec le village. Il s'est éloigné de ses voisins, a refusé les invitations à des réunions sur la place et ne s'est rendu sur le marché que lorsque cela était strictement nécessaire. La seule entreprise qui a encore enduré était la nature, car elle ne posait pas de questions et n'a pas essayé de remplir le silence de mots vides. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. Alors qu'il se dirigeait vers la grange, il a remarqué que les chèvres étaient agitées. Ils ont frappé les sabots contre le sol, décolletés étrangement, comme s'ils étaient présents inhabituels. Jean-Luc fronça les sourcils et accélérait le pas. C'est alors qu'il a entendu un cri faible, presque étouffé. Il s'arrêta à mi-chemin, ses sens alertes. Que diable? Il regarda autour de lui, essayant d'identifier d'où vient le son. Un chat arrêté, des animaux blessés. Mais cela ne ressemblait pas à un son animal. C'était humain. Votre cœur s'est accéléré. Avec des étapes fermes, il s'est avancé vers la grange. Il a poussé les portes en bois qui variaient sous le poids du temps et entra. La faible lumière de l'intérieur l'a fait renforcer ses yeux et son regard fut bientôt attiré par le panier de paille au milieu du sol de la terre. Il a gelé. À l'intérieur du panier, 3 bébés ont été rétrécis, enveloppés dans des couvertures minces, petits, fragiles. Leur visage rose tremblait avec le froid le matin. 3. Jean-Luc sentit l'air s'échapper de ses poumons. Qu'à c'était quoi? Qui laisserait 3 nouveau-nés là-bas au milieu de nulle part? Ses yeux ont balayé la grange pour quelque chose, une note, un signe de quelqu'un, n'importe quelle piste. Mais il n'y avait rien. Seuls les bébés abandonnés là-bas comme s'ils étaient un secret que quelqu'un voulait cacher. Il s'agenouilla à côté du panier, son cœur martelant dans sa poitrine. Les bébés étaient vivants. Ils respiraient toujours, leurs petits seins se montant et descendaient doucement, mais quelque chose le faisait trembler. Il ne pleurait plus. Quand il est entré dans la grange, les pleurs étaient faibles, mais constants. Maintenant, le silence était absolu. Jean-Luc a avalé fort et se pencha pour mieux les observer. Et c'est à ce moment qu'il a réalisé le détail qui a fait geler son sang. Les 3 bébés étaient identiques. Les triplés étaient rares, mais ils étaient parfaitement les mêmes. Chaque cheveu brun droit, chaque double dans les petites mains, les yeux se fermaient avec la même expression sereine. Il n'y avait aucune différence entre eux. Jean-Luc sentit un frisson à travers sa colonne vertébrale. Une pensée étrange vous a traversé l'esprit. Est-ce normal? Ses yeux se sont installés sur les visages délicats. Pendant un court instant, une idée absurde a traversé son esprit. Et s'ils étaient plus que des triplés? Et s'ils étaient des copies? Il secoua la tête, repoussant la pensée irrationnelle. C'était fatigué. Il n'y avait rien de surnaturel là-bas. Quelqu'un les a laissés derrière. Une mère désespérée.
un père qui ne pouvait pas prendre soin d'eux. Oui, c'était la seule explication logique. Mais alors, quelque chose s'est produit. Un des bébés a ouvert les yeux. Jean-Luc a arrêté son souffle. Le bébé cligna des yeux lentement, ses yeux d'un brun profond en se fixant sur lui. C'était un regard intense, quelque chose qu'il ne s'attendrait jamais à voir chez un nouveau-né. Il n'y avait aucune peur, il n'y avait aucune confusion, juste reconnaissance. Jean-Luc sentit un nœud dans sa gorge. Il a déjà vu ce regard. Mais où? Avant qu'il ne puisse réagir, le deuxième bébé ouvrit les yeux. Et puis le troisième. Les trois le regardaient maintenant. Le silence à l'intérieur de la grange est devenu insupportable. Jean-Luc sentit sa peau frissonner, même avec le froid le matin. Son cœur battait si fort qu'elle semblait résonner dans l'espace vide. Il s'éloigna légèrement, mais ne pouvait pas détourner le regard. Que se passait-il? Qui étaient ces enfants? Jean-Luc sentit ses jambes s'affaiblir alors qu'il se levait lentement, sans quitter les yeux des trois enfants qui le regardaient silencieusement. La grange semblait plus froide maintenant, comme si l'air à l'intérieur avait changé. Il s'est forcé à respirer profondément. Il ne pouvait pas être emporté par la peur. Il a pris soigneusement le panier avec les bébés et l'a apporté dans la maison. La cheminée brûlait toujours, répartissant une chaleur réconfortante dans tout l'environnement. Il les a mis sur une couverture étendue sur le canapé et s'est éloigné un peu, essayant de penser. Que devez-vous faire? Les emmener au village semblait le choix évident. Mais il y avait un problème. Jean-Luc a évité le village pendant des années. Depuis la mort de Camille, il s'est isolé, s'éloignant de tout le monde. Les gens l'ont vu comme un homme amer, un veuf qui ne pouvait pas continuer. Il s'en fichait. L'amour de votre vie a disparu, et avec lui, une partie de votre âme. Mais maintenant, trois vies mystérieuses étaient entre ses mains. Les bébés sont restés calmes, sans pleurer ou montrer d'inconfort. Jean-Luc les regarda du loin, essayant de comprendre pourquoi il ressentait un poids dans sa poitrine chaque fois qu'il les regardait. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose. Les couvertures dans lesquelles ils étaient enveloppés avaient une broderie fine, ce qui n'appartenait pas à une famille humble. Ils étaient un tissu doux, délicat, comme quelque chose venant d'une maison riche. Et puis un frisson traversa sa colonne vertébrale. Dans une couverture, cousue discrètement sur le bord, était un nom. Moreau, votre nom de famille. Jean-Luc a titubré en arrière, le cœur attiré. Cela ne pourrait être qu'une coïncidence. Non, mais au fond, il savait. Ses enfants n'étaient pas là par hasard. Quelqu'un le lui a amené, quelqu'un qui savait exactement qui il était. Jean-Luc a ressenti le poids de son propre nom brodé sur sa couverture comme une phrase. Pourquoi ces enfants ont-ils porté leur nom de famille? Il se pencha, prit l'une des couvertures et passa ses doigts sur les lettres brodées avec précision. C'était un travail mince, quelque chose qui appartenait à des familles nobles ou à qui il avait suffisamment de ressources pour investir dans des détails aussi subtils. La ferme Moreau était des générations depuis des générations, mais lui et Camille n'ont jamais eu d'enfants. Il n'y avait aucune raison pour que les bébés utilisent quelque chose avec leur nom de famille. La tête de Jean-Luc palpitait. Il s'approcha du canapé, regardant les triplés en silence. Ils avaient l'air seuls, de petits seins montants et descendant doucement, des visages calmes, des mains délicates rétrécies sur le tissu couverture. Mais ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont fait aucun bruit. Jean-Luc, qui n'a jamais eu d'enfant, savait que les bases sur les nouveau-nés devraient pleurer si vous avancez, montrent une certaine agitation. Mais ces trois ont juste regardé. Il passa sa main sur son visage, essayant de repousser l'agitation qui poussait en lui. J'avais besoin de réponses. Contre son instinct d'isolement, il a pris une décision. Irait au village. Il a mis son manteau épais, a mis le panier de paille avec les bébés dans le wagon et a tiré les rênes du cheval. Il n'y avait qu'une seule personne qui pourrait lui donner un indice sur ces mystérieux bébés, Père Augustin. Le village de Gordes était un petit refuge de maisons en pierre empilées sur la pente d'une colline. Des rues étroites et silencieuses ont coupé le village, où les vieux messieurs prenaient un café devant les bistrots
et les femmes pendaient des draps blancs pour sécher. Jean-Luc n'était pas là depuis près de 3 ans. Il pouvait sentir ses yeux sur lui alors qu'il passait. Murmures. Murmures de personnes qui se souvenaient encore de l'agriculteur qui a disparu après la mort de sa femme. Il s'en fichait. J'avais un but maintenant. Il a arrêté le chariot devant la petite église des pierres sombres. Avant de descendre, il regarda les bébés. Ils étaient toujours éveillés. Ils l'ont toujours regardé. Avalant fort, il est entré dans l'église. Le père Augustin était un homme depuis 60 ans, avec de minces cheveux blancs et une expression fatiguée. Il était agenouillé devant l'autel quand il a entendu les pas de Jean-Luc faisant écho à travers le navire de l'église. Il se tourna lentement. Les 2 hommes se sont regardés un instant. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était aux funérailles de Camille. « Jean-Luc », dit le prêtre surprise, « l'agriculteur n'a pas perdu de temps. Père, j'ai besoin de votre aide. » Augustin fronça les sourcils, mais lui faisait signe de continuer. « J'ai trouvé des bébés abandonnés dans ma ferme. 3. » Le prêtre cligna des yeux. « Bébé ?» Jean-Luc hocha la tête. « Et il y a quelque chose qui ne va pas. » Augustin se leva et se dirigea vers lui. Son regard était prudent. « Sont-ils vivants ?»« Oui, mais... » hésita Jean-Luc. « Ils portent mon nom de famille. » L'expression du prêtre a changé. « Quoi ?» Jean-Luc lui serra les poings. Les couvertures ont « Moreau » brodé sur eux. Le prêtre était encore longtemps. Le silence entre les deux a été interrompu par un son étrange. Un cri. Les bébés. C'était la première fois qu'ils pleuraient. Et Jean-Luc a estimé que ce n'était pas un bon signe. Le cri de bébé résonna à travers l'église froide et vide. Un son fragile qui résonnait parmi les bancs en bois. Jean-Luc regarda le panier, sentant le poids de la situation pour grandir sur sa poitrine. Pourquoi ont-ils commencé à pleurer maintenant? Le père Augustin s'approcha lentement, ses yeux fixés sur les enfants. « Trigems » murmura-t-il, comme si ce soit le traitement des informations. Jean-Luc s'est rendu compte que quelque chose dans le regard du prêtre changeait. Ce n'était pas une surprise commune, c'était la reconnaissance. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» La voix de Jean-Luc sonnait plus fort qu'il ne l'intention. Le prêtre détourna les yeux. « Je ne peux rien dire sans être sûr. » Jean-Luc fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire par là? Quelqu'un dans le village a-t-il récemment trébuché? Appartiennent-ils à quelqu'un ici ?» Augustin est resté silencieux. Jean-Luc est en avance, sa patience s'épuise. « Père, tu sais quelque chose, dis-moi maintenant. » Le prêtre soupira et regarda le panier. « Viens avec moi. » Jean-Luc l'a suivi dans une petite pièce à l'arrière de l'église. Le prêtre a allumé une lampe et a tiré un livre épais et ancien d'une étagère. Il a retourné quelques pages avant de s'arrêter dans un spécifique et de pointer un nom. Jean-Luc lut à haute voix « Famille Moreau ». Sa poitrine serra. « Quelle est ma famille dans ce livre ?» Le prêtre le regarda avec hésitation. « C'est le dossier des naissances et des décès du village. » Jean-Luc fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec les bébés ?» Augustin a tourné le livre vers lui et a pointé vers une autre ligne. Jean-Luc sentit son estomac se retourner. Ça ne peut pas l'être. Sur la page jaunâtre pour le temps, il y avait une note. Triplets Moreau, né en 1893, décédé la même année. Son corps se figea. Il a regardé les bébés. Ils pleuraient toujours. Maintenant, Jean-Luc ne savait pas si ce qu'il avait découvert ce matin-là étaient des enfants abandonnés ou quelque chose qui n'aurait jamais dû revenir. Jean-Luc a senti le cœur sanctifié contre la poitrine. Son regard est passé du livre au panier, où les 3 bébés pleuraient maintenant de désespoir. Le son, qui était autrefois faible et mélancolique, a maintenant rempli l'église de manière suffocante. Il a fermé le livre fermement et a regardé le prêtre. C'est impossible. Le père Augustin n'a pas répondu immédiatement. Il serra juste ses mains pratiques sur le livre et soupira profondément. « Je sais que ça a l'air, mais les dossiers ne mentent pas, Jean-Luc. Alors expliquez-moi. » Jean-Luc a explosé, sentant un mélange de peur et de fureur poussant en lui. « Comment pouvez-vous être ici maintenant si vous êtes mort plus de 100 ans ?» Le prêtre a regardé le panier pendant un long moment avant de murmurer « Les âmes errantes trouve toujours un moyen de revenir. » Jean-Luc sentit un frisson à travers sa colonne vertébrale. « Je ne crois pas à ces choses. »
Augustin le regarda. « Alors pourquoi es-tu ici ?» Jean-Luc a ouvert la bouche pour répondre, mais a échoué. Il ne voulait croire en rien de tout cela. Je ne voulais pas croire que ces bébés pourraient être autre chose que 3 enfants sans défense. Mais alors, pourquoi votre présence semblait-elle mal? Il détourna les yeux sur les triplés. Les pleurs avaient de nouveau cessé. Maintenant, ils étaient juste là, couchés dans leurs yeux sombres, fixés sur lui. C'est alors que Jean-Luc a remarqué un autre détail. Les larmes qui séchaient de ses yeux n'étaient pas normales. Ils étaient épais, ils avaient l'air trop lourds. Comme de petites gouttes d'encre sombre, Jean-Luc s'est retiré instinctivement. « Quoi? Qu'est-ce qui leur arrive ?» Le prêtre s'agenouilla à côté du panier en regardant attentivement. Ce n'est pas naturel. Jean-Luc sentit son souffle s'accélérer. L'odeur de l'église, généralement un mélange de bougies et de vieux bois, semblait maintenant chargée d'humidité, comme si l'espace environnant lui-même était plus dense. Le prêtre s'est levé à la hâte et a tenu l'épaule de Jean-Luc. « Vous devez les enlever. » Jean-Luc cligna des yeux confus. « Quoi? Emmenez-les et sortez d'ici maintenant. » Le ton de la voix d'Augustin a fait tourner son estomac. « Père, que se passe-t-il » L'homme regarda autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. Sa voix est sortie dans un murmure urgent. Ils savent qu'ils sont ici. OMS? Le prêtre n'a pas répondu. Il a juste serré le bras de Jean-Luc fermement. Allez, avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur de Jean-Luc a tiré. Il n'a jamais vu la peur dans les yeux d'Augustin auparavant. Mais maintenant, le vieux prêtre tremblait comme s'il venait de voir sa propre mort. Jean-Luc a pris le panier et a quitté l'église hâtive, sentant l'air autour du changement. Le vent était toujours. Le ciel, qui était autrefois bleu, semblait maintenant gris, comme si une tempête se formait. Il grimpa le chariot, tenant les rênes fermement. Les bébés étaient à nouveau silencieux. Mais quelque chose en lui a crié que c'était loin d'être terminé. Alors que le wagon s'éloignait de l'église, Jean-Luc regarda le rétroviseur du métal vieillissant. À la porte de l'église, le père Augustin était toujours là, mais il n'était pas seul. Derrière lui, dans l'obscurité de l'église, Jean-Luc a vu une silhouette grande et mince et immobile. Quelqu'un était là, quelqu'un qui ne devrait pas être là. Jean-Luc a accéléré le wagon. Il ne savait plus ce qui était réel, mais je savais que quelque chose l'attendait. Et cela était en quelque sorte lié au bébé. Jean-Luc a fait avancer le cheval le long du chemin de terre, sentant le poids du panier sur ses jambes. Le silence des bébés semblait désormais pire que des pleurs désespérés. Il a essayé de se concentrer sur la route, mais son esprit tournait autour de la dernière image qu'il a tournée dans le miroir du wagon. Cette silhouette dans l'église. La propriété toujours derrière, le père Augustin. Jean-Luc avalait. Qui? Quoi? Était-ce à l'intérieur? Les paroles du père martelaient dans sa tête. Ils savent qu'ils sont là. Chaque mile qui passait, le ciel est devenu plus sombre. Mais ce n'était pas la nuit. C'était encore en milieu d'après-midi. Pourquoi avez-vous semblé que le soleil était plus rapide? Jean-Luc a serré les rênes. C'était nerveux. Il n'a jamais été un homme de croire aux histoires obsédantes, mais il y avait quelque chose de mal avec tout cela. Le silence était oppressant. Même les oiseaux n'ont pas chanté. Puis le cheval est resté coincé. Les yeux de l'animal s'écarquillèrent, les narines se sont gonflées et il s'est remédié nerveusement, battant les sabots sur le sol. Jean-Luc a essayé de le calmer. « Allez mon garçon, il n'est pas temps pour ça. » Mais le cheval n'a pas bougé. Il regarda autour de lui. Le chemin était vide. Aucun signe de danger, aucune présence visible, mais il se sentait. Un changement dans l'air. Quelque chose regardait. Un frisson froid traversa sa colonne vertébrale. C'est alors qu'il a entendu un murmure, bas, presque traîné. Jean-Luc tourna lentement le visage. Les bébés étaient toujours là, silencieux. Mais l'un d'eux était éveillé et sourire. Un froid pointu a grimpé à l'arrière de Jean-Luc. Le bébé cligna des yeux lentement. « Papa !» Jean-Luc sentit son sang geler. Il se retira un peu, frappant presque le panier du wagon. « Quoi ?» L'enfant continuait de le regarder. Les deux autres ont ouvert les yeux en même temps. 3 paires de yeux noirs. Jean-Luc a pris les rênes pressées et a tenté de forcer le cheval à bouger. « Allez, marchez !»
Le cheval se fait ressortir et a finalement tiré sur la route. Jean-Luc retenait fermement alors que le wagon a façonné le sentier en pierre, levant de la poussière. Il avait besoin de sortir de là, mais la peur s'était déjà installée. Il regarda à nouveau les bébés. Ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas bougé. Mais ils ont souri. Quelques minutes plus tard, Jean-Luc a atteint sa ferme. Il a sauté du chariot à la hâte et a pris le panier, emmenant les bébés dans la maison. Le feu de la cheminée brûlait toujours, illuminait l'ancien bois du chalet. Il a mis les bébés sur une couverture et s'est éloigné lentement. Son cœur était toujours licencié. Que venait de se passer? Ils ont parlé. Un nouveau-né ne parle pas. Il a essayé de rationaliser. C'était peut-être votre esprit prêchant des pièces. Peut-être que vous l'avez mal entendu. Mais il savait non. Jean-Luc s'est tourné vers la bouteille de brandy sur l'étagère. Il a pris un verre et s'est rempli au bord. Ses doigts tremblaient. Il a pris une grande gorgée, laissant le liquide chaud se brûler la gorge. J'avais besoin de penser. Je ne pouvais pas les ramener au village. Le prêtre savait quelque chose, mais a refusé de le dire. Et maintenant, il était coincé avec 3 bébés qui parlaient et sourit d'une manière qui n'était pas humaine. C'est alors que quelque chose sur le sol a attiré son attention. La porte était toujours ouverte et une piste de petites empreintes de pas de l'entrée du panier. Empreintes humides, comme si quelqu'un avait porté les bébés là-bas, venant de la forêt. Jean-Luc sentit un froid se répandre dans son corps. Il ne les a pas ramenés seuls. Ils sont venus accompagnés. À l'extérieur, entre les arbres, quelqu'un attendait. La nuit est tombée au-dessus de la ferme de Jean-Luc, apportant un silence encore plus profond. Depuis l'arrivée des bébés, le monde qui les entoure semblait différent. Le vent ne souffle plus comme avant. Le feu de la cheminée a oscillé de manière irrégulière et le sentiment d'être observé s'est intensifié à chaque minute. Jean-Luc se leva de la chaise à bascule et se dirigea vers la table, ramassant la bouteille de brandy. Il a servi un peu plus dans le verre, mais ses mains tremblaient encore. Il a regardé les bébés sur la couverture sur le sol. Ils étaient toujours éveillés. Aucun nouveau-né ne devrait passer autant de temps sans dormir. Il serra les yeux, essayant de trouver une logique. Mais il n'y avait aucune logique dans tout cela. C'est alors qu'il a réalisé quelque chose de plus étranger. Les bébés n'étaient pas seulement éveillés. Ils regardaient à la porte. Jean-Luc a suivi ses yeux et sentit son cœur s'arrêter. La poignée de porte tournait, lentement. Quelqu'un essayait d'entrer. Jean-Luc s'est déplacé dans un coup de pouce. Il ramassa le fusil de chasse qui accrochait au mur et la tenait fermement, ses doigts en sueur. « Qui est là ?» Sa voix résonna autour de la maison. Silence. La poignée de porte a cessé de bouger. Pendant un moment, Jean-Luc s'est permis de respirer. C'était peut-être le vent, peut-être que j'imaginais des choses. Mais les battements ont commencé. Toc, toc, toc. Jean-Luc avalait. Le son était rythmique, nécessaire, comme si quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. L'agriculteur a fermé son souffle pendant un moment, puis s'est avancé lentement vers la porte. Il pencha son oreille dans le bois, essayant d'entendre au-delà du bruit de son propre pouls. Rien. Jean-Luc a serré le câble du fusil de chasse et, avec un mouvement rapide, a tiré la porte pour s'ouvrir. Vide. La nuit était dense, la lune cachée derrière les nuages. Le champ de lavande s'étendait comme une mer sombre devant lui. Mais personne là-bas. Jean-Luc a inspiré profondément. Était-ce fou? Puis il baissa les yeux et sentit l'effroi grandir en lui. Il y avait des empreintes sur la terre, petits, empreintes humides, et ils ne venaient pas de la forêt. Ils sont partis de la maison, comme si quelqu'un était à l'intérieur tout le temps. Et seulement maintenant, il avait décidé de partir. Jean-Luc se tourna vers les bébés, le cœur tiré. Qu'était-il? C'est alors que la voix est venue de l'obscurité. Tu n'aurais jamais dû les ramener. Jean-Luc a tourné le corps, soulevant le fusil de chasse. La femme était là. Elle portait une longue robe sombre et sa silhouette semblait fusionner avec la nuit. Son visage était couvert par un voile, mais sa présence était incontestable. « Qui es-tu » exigea Jean-Luc, essayant de garder la fermeté dans sa voix. La femme a pris une longueur d'avance. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit. Ils n'appartiennent pas à ce monde. Jean-Luc a senti les cheveux à l'arrière de son cou. Qui sont-ils? Sa voix est sortie plus bas.
La femme a hésité, puis il leva la main et le montra. « C'est à vous. » La réponse a fait geler le sang de Jean-Luc. Il a sauvegardé une étape. « Quoi ?» La femme baissa lentement la main. Sa voix ressemblait à un murmure perdu dans le vent. « Vous les avez oubliés, mais ils ne vous ont jamais oubliés. » Jean-Luc a senti le sol disparaître sous ses pieds. La tête s'est tournée. Cela n'avait aucun sens. Il a regardé les bébés. Ils l'ont toujours regardé, les yeux noirs, les sourires subtils. Et puis il se souvenait. Souvenir, vue distante, une vie qu'il ne connaissait pas existait. Et au bas de son esprit, une seule vérité s'est formée. Ces bébés n'avaient pas été laissés là. Ils étaient rentrés chez eux. Jean-Luc sentit l'air manquer. Le monde autour de lui s'est tourné comme s'il était coincé dans un mauvais rêve. Cela n'avait aucun sens. Les bébés ne pouvaient pas être les siens. Il n'a jamais eu d'enfant. Il a essayé de discuter, mais sa bouche était sèche. Son esprit s'est battu contre l'idée, essayant de trouver une explication logique. La femme du voile était toujours debout dans l'obscurité, immeuble, comme s'il s'attendait à ce qu'il accepte ce qu'il savait déjà. Jean-Luc a finalement trouvé la force de parler. « Tu mens ?» La femme a légèrement incliné la tête. « Je suis... » Jean-Luc serra ses poings. « Je n'ai jamais eu d'enfant. Ma femme, Camille, elle ne pouvait pas tomber enceinte. » La femme soupira. « Oui. » Elle s'arrêta, laissant ses mots pénétrer profondément avant de continuer. « Mais vous l'avez fait ?» Jean-Luc sentit son estomac se retourner. Il recula, comme s'il voulait échapper à ses mots, mais quelque chose à l'intérieur ne le permettait pas. Donc comme une rivière qui brise un barrage, les souvenirs sont venus, pas comme un flash rapide, mais comme un poids qui a toujours été là, caché dans votre esprit. La ferme. L'été 1893. Il était jeune, plus jeune que vous ne vous en souvenez. Un homme différent avant de pleurer avant la solitude, et il y avait une femme, Margot. Ses yeux étaient clairs comme le ciel à l'aube, sa couleur de cheveux au soleil. Il pouvait l'entendre rire, la lumière du son comme le vent qui soufflait dans les champs de lavande. Elle était enceinte. La vérité la frappait fort. Il a eu des enfants, pas maintenant, dans une autre vie. Il tituba en arrière, ses genoux cédant presque. Ce n'est pas possible. La femme dans un voile était encore inamovible, mais c'est le cas. Jean-Luc lui serra la tête avec ses mains. Qu'est-ce que cela signifiait? Comment avez-vous pu oublier quelque chose comme ça? Donc, plus de souvenirs sont venus. La naissance, les triplets, la promesse qu'il a faite. Il a juré de les protéger, mais il a échoué. Quelque chose les a pris. Quelque chose les a effacés de l'histoire. Et maintenant, plus d'un siècle plus tard, ils sont revenus. Jean-Luc leva les yeux vers la femme, sa voix faible. « Qui êtes-vous » La femme leva lentement les mains et retira le voile. Jean-Luc sentit l'air s'échapper de ses poumons. C'était Margot, comme il se souvenait, mais ses yeux étaient tristes, pleins de quelque chose qui semblait beaucoup plus profond que la douleur. « J'ai attendu trop longtemps pour te ramener. » Jean-Luc secoua la tête, essayant de comprendre. « Je ne le fais pas. » Ta voix a échoué. Margot marche en avant. « Vous mort, Jean-Luc. Votre cœur s'est arrêté. » Le monde qui l'entoure semblait vaciller, les ombres de la nuit devenant plus denses. Jean-Luc sentit un vertige prendre le dessus sur son corps. Il regarda ses mains et s'est rendu compte qu'il n'était pas là. Pendant un moment, il a vu à travers lui-même. Il n'était pas vivant, jamais été. La vérité l'a écrasé comme un poids insupportable. Ça ne peut pas être. Margot touche son visage délicatement. Tu as oublié, mais je n'ai jamais oublié. Elle regarda le panier. Les bébés ont souri. Ils sont finalement rentrés chez eux. Et maintenant, il était temps pour Jean-Luc de se rappeler qui il était vraiment. Le vent soufflait fort, comme si le monde environnant lui-même réagissait à la révélation. Jean-Luc n'a jamais été vivant. Il a de nouveau regardé ses mains et Sao. Pendant un moment, sa peau avait l'air mince, translucide. En tant que vieux souvenir, un écho a perdu dans le temps. La terreur a pris le contrôle de sa poitrine. « C'est un mensonge !» cria-t-il, se retirant. Mais Margot est restée là, calme, ses yeux tristes reflétant des décennies d'attente. « Jean-Luc, s'il vous plaît, croyez-moi. » Il secoua la tête, refusant tout.
Cela ne peut pas être réel. Je vis ici depuis des années. Prendre soin de la ferme, de la terre. J'ai souffert, j'ai perdu Camille. Comment puis-je être mort? Margot baissa la tête un instant. Camille n'a jamais existé. Jean-Luc a senti un rhume tranchant croiser son âme. Quoi? Elle était l'histoire que vous avez créée pour remplir le vide de votre esprit. Une fausse mémoire, quelque chose pour vous garder ici. Arrêtez. Ces mots le frappent comme une tempête. Les souvenirs ont commencé à se fragmenter en lui. La ferme, les années d'isolement, les gens du village le regardaient toujours étrange. Ils ont toujours évité de lui parler, parce qu'il n'était jamais vraiment là. Tout autour tremblait, la maison, le champ, le ciel, comme si le monde lui-même s'effondrait. Non, sorta sa voix dans un murmure. Mais au fond, il savait. J'ai toujours su. Jean-Luc est tombé à genoux, le poids de la vérité écrasant sa poitrine. Il est mort, il y a plus de 100 ans, et y est resté, arrêté, incapable de passer à autre chose, incapable de se souvenir. C'est alors que les bébés ont commencé à rire. Il leva les yeux. Les 3 petits étaient assis dans le panier, le regardant, et rit. Ce n'était pas un son cruel ni moqueur. C'était pur, gratuit, parce qu'ils étaient enfin terminés. Jean-Luc sentit quelque chose de chaud sur sa poitrine. Un sentiment que je n'avais pas ressenti il y a très, très longtemps. Margot s'agenouilla à côté de lui. Vous les avez protégés, même sans se souvenir, même sans le savoir. Vous les avez attendus, et maintenant ils sont là. Des larmes ont coulé les yeux de Jean-Luc. Il a regardé les bébés, vos enfants, les triplets qu'il n'a jamais connus. Les triplets qui lui ont été emmenés à l'avance. Margot lui prit la main. Maintenant, nous pouvons y aller. Jean-Luc regarda autour de lui. Le monde n'avait plus l'air réel. La maison s'était changée comme une réflexion dans l'eau. Les lavants semblaient loin, se dissolvant comme du brouillard. C'était le moment. Il se tourna vers Margot. J'avais tellement peur. Elle sourit doucement. Mais ce n'était jamais seul. Jean-Luc a regardé les bébés une dernière fois avant de ressentir la paix qu'il recherchait tant. Votre corps est devenu léger. Le vent a soufflé fort et le monde qui l'entoure a disparu. La ferme, le village, le ciel sombre. Tout est tombé comme de la poussière dans le vent. Et puis, il y avait de la lumière. Jean-Luc, Margot et les bébés ont marché ensemble à la maison. Le lendemain matin, le soleil est né dans une ferme vide. Le vent soufflait doucement sur les champs de lavande, portant un arôme sucré dans l'air. Le chalet de Jean-Luc était comme si c'était toujours, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Il était abandonné. La porte d'entrée tremblait légèrement avec la brise. Le feu de la cheminée s'était effacé. Le mobilier était recouvert d'une fine couche de poussière, comme si personne ne vivait là-bas pendant longtemps, et d'une manière qui était vraie. Le village de Gordes a été surpris par l'absence de Jean-Luc dans les jours suivants. Certains villageois ont dépassé la ferme, l'ont appelé, mais il n'y avait pas de réponse. Quand ils ont décidé d'entrer, ils ont tout trouvé exactement comme ils se souvenaient, mais sans signe de l'agriculteur. Son cheval était toujours dans l'écurie. Votre wagon, arrêtez-vous à l'entrée, mais il n'y avait aucune trace d'empreinte de pas, de mouvement, de vie. La seule chose qui a attiré l'attention était le panier de paille au centre de la pièce, vide. Le village n'a jamais su ce qui est arrivé à Jean-Luc Moreau. Certains ont dit qu'il était simplement parti. D'autres ont chuchoté qu'il avait été pris par les esprits. Mais une chose était certaine, votre maison n'a plus jamais été habitée. Et quelques nuits, lorsque le vent a explosé, certains villageois ont juré d'entendre les rires des enfants résonnant à travers les champs de lavande. Comme si, quelque part au-delà de ce monde, une famille perdue pendant des siècles s'était finalement rassemblée et a trouvé votre chemin de retour à la maison. Des années plus tard, une nouvelle famille a acheté les terres de Fazenda Moreau. Ils ont renouvelé la maison, planté de nouveaux vignobles et apporté vie à la place. Mais certaines choses ne changent jamais. Une nuit, le jeune couple s'est réveillé avec le son des marches légères dans le couloir. Le mari se leva, se dirigea vers la pièce et s'arrêta. La porte d'entrée était entr'ouverte, et au centre de la pièce, sur un tapis en laine, il y avait un panier de paille vide.
Le vent soufflait doucement à travers les collines, et au loin, un rire des enfants résonnait entre les champs de lavande. Et si certaines histoires ne se terminaient jamais? Jean-Luc Moreau croyait qu'il vivait seul, mais la vérité n'attendait que de se souvenir. Les fantômes du passé ne disparaissent pas. Ils s'attendent à ce que le bon moment revienne. Maintenant, votre ferme est vide. Mais est-ce vraiment? Si cette histoire vous a arrêté et vous a fait trembler, partagez-le avec quelqu'un qui aime un bon mystère. Mais soyez prudents, certaines présences ne partent jamais complètement, parce que parmi les laves de Provence, il y a encore des rires dans le vent.